Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Hugues Hamelin qui est avec nous. Bonjour Hugues. Salut David. Nouveau prof de théâtre de la Star Academy, on va en parler ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Quel programme! Devant toi tu as un buzzer, ce buzzer sert à passer une question, si une question ne te plaît pas tu peux activer le buzz, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview, mais si tu actives le buzz, tu devrais tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Ok. Allez on y va, voici maintenant la question promo. Comment on devient le prof de théâtre de la Star Academy? C'est une bonne question. Franchement, moi, je ne sais pas très bien. Je peux juste expliquer comment ça s'est passé pour moi. Et c'est un petit peu un coup de bol, puisque je reçois un coup de téléphone de la directrice de casting d'Endemol au mois de juillet, qui me dit « J'ai obtenu votre numéro de téléphone par Pierre de Brouwer, qui était le professeur de théâtre des 2 éditions précédentes. Vous étiez dans une liste de numéros. » Après, j'ai su que Pierre avait donné une dizaine de numéros de téléphone, et que sur les 10 numéros de téléphone qu'il avait donnés, ils n'ont pas rappelé tout le monde. Donc, j'ai déjà eu un peu de chance au départ. Et je sais aussi que la directrice de casting d'Endemol, de son côté, avait d'autres numéros de téléphone. Donc, j'étais un numéro parmi d'autres. J'aime bien de le raconter comme ça parce que je voudrais pas qu'on croie que c'est une histoire de copinage et que Pierre m'a pistonné. Je crois que Pierre, il a juste mis mon nom parmi plein d'autres noms dans une liste. Et on m'a passé un coup de téléphone. Et de là, après, ça a enclenché toute la procédure de casting, quoi. T'as quand même passé un casting. Ouais. Donc, très long entretien avec la directrice de casting d'Endemol. Alors, on a fait tout à distance parce que c'était pendant les vacances et qu'ils étaient un peu pressés par le temps. Je pense que quand ils m'ont appelé début juillet, ils avaient sans doute déjà un mois de retard sur leur planning habituel. Donc, en visio. Tout est fait en visio, ouais. Donc, le casting, ça se passe comment? On te demande de faire du théâtre? On te demande juste de te présenter? Là, la première discussion, 1h30, vraiment je raconte ma vie, mon parcours, mon CV. Et je pense que elle a essayé de juger d'une part de mon parcours et de mon expérience professionnelle et puis de ma nature et de ma personnalité parce que je pense que c'est en télévision un truc essentiel. Et dans un second temps, elle m'a demandé de leur faire parvenir une vidéo de moi en train de donner cours. Heureusement, j'avais ça à disposition. Donc, je leur ai fait parvenir différentes séquences de cours, un petit montage que j'ai fait de 5 minutes où on me voit donner cours de théâtre, cours d'impro. Et puis, suite à ça, un long moment de silence qui était insoutenable pour moi. Et puis, j'ai eu un deuxième rendez-vous là avec Mathieu Vergne, qui est le producteur de l'émission, et où là, on a parlé de choses nettement plus concrètes. On était déjà en discussion sur des contenus de cours, sur quel genre de prof j'allais vouloir être et ce qu'eux attendaient, etc. Est-ce que c'est un rêve de gosse pour toi, d'être prof à la Star Academy? Prof à la Star Academy, pas tant que ça, dans le sens où je me suis jamais projeté. Pour moi, c'est inaccessible, donc on se projette rarement sur ce genre de choses. En revanche, participer à une grande émission de divertissement sur une chaîne française, oui, évidemment, c'est un rêve de gosse, mais ça aurait pu, j'aurais bien fait un truc dans Champs-Élysées de Drucker dans les années 80, si c'était l'époque, tu vois. Donc là, ouais, c'est un rêve de gosse de me retrouver le samedi soir sur TF1, quoi. Là, on est à quelques heures de la première où tu vas découvrir les élèves en même temps que le public. Tu ne connais pour l'instant pas le nom des élèves et tu ne les as jamais croisés, jamais vus, mais je pense que tu as déjà été au château. Tu as déjà fait une réunion au château. Quelle est l'impression quand on rentre dans cet espace qui est quand même mythique, quand on est fan de télévision, le château de la Star Academy, ça reste quand même quelque chose. Ouais, c'est assez extraordinaire. Moi, ça m'a un peu donné l'impression quand on est entré dans le domaine en voiture et que derrière les arbres, on devine la silhouette du château puis qu'on le voit en vrai. Ça me rappelle un peu la première fois qu'on va à Disneyland et qu'on pénètre dans le parc et qu'on voit le château de la Belle au Bois dormant qui se rapproche. Tu fais « Ah ouais, c'est fou !» Ou quand tu vas dans des lieux mythiques, genre tu vas à New York et que tu te retrouves dans des décors que tu as vus au cinéma ou dans une série, c'est un peu ça le sentiment au départ. Tu fais waouh, attends, c'est la réalité, c'est la fiction, c'est trop particulier. Et puis après, tu vois l'envers du décor, et là, tu découvres, comme toujours, que il y a le revers de la médaille entre guillemets, il y a le côté qui brille d'un côté, et puis il y a le côté roots où il y a les gens qui bossent derrière, la régie, les équipes techniques, les bureaux de prod, qu'on voit évidemment jamais à l'écran, quoi. Et tu as pu voir la salle dans laquelle tu allais faire cours? Elle était encore un peu en travaux. Okay. Ils terminent, hein, je pense que jusqu'à la dernière minute, ils vont, à mon avis, poser de la peinture, de la moquette, etc. Mais j'ai pu voir à quoi elle ressemblait. Elle est très proche de ce qu'on a vu les années précédentes. Hugues, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Comment on se prépare à la médiatisation de la Star Academy? Parce que c'est pas pareil, t'es animateur aussi sur Vivacité, rien à voir. Là, tu vas être vu devant 4 millions de téléspectateurs chaque semaine. Ouais, c'est évidemment pas la même chose. Alors, c'est difficile de se préparer parce que comment dire,
c'est comme... moi, je compare ça un peu à avec les enfants, on a beau leur dire « fais pas ci, fais pas ça », il va t'arriver des bricoles. Et pourtant, ils le font quand même parce qu'ils ont besoin de vivre leur propre expérience, ils ont besoin de le ressentir un peu dans leur chair. Et, si on dit aux enfants « touche pas un truc chaud, tu vas te brûler », tant qu'il s'est pas brûlé, il a pas compris qu'il fallait pas le faire. Donc là, ici, tout le monde me met en garde sur la notoriété, il va y avoir des choses qui vont se passer à cause de ça. Mais je pense que tant qu'on l'a pas vécu, c'est un peu difficile de l'appréhender. J'ai un peu de prudence sur les réseaux sociaux, sur l'idée de me dire qu'il faut pas trop aller lire les commentaires qui vont être dits sur moi, parce que il y aura toujours à boire et à manger là-dedans, il y aura du bon et du négatif. Donc pourquoi se blesser inutilement à aller lire des choses méchantes? Donc ça, vraiment, j'essaye de m'encourager à pas le faire. Et puis on va voir, enfin, ça va arriver progressivement. Donc pour l'instant, t'as pas été voir les premiers commentaires parce qu'ils ont annoncé toute la liste des profs, donc forcément les gens ont pu réagir sur ce qui a été dévoilé. Vraiment, rien lu. En tout cas, je scrollais un peu, puis quand je commençais à sentir que peut-être ça pouvait partir en cacahuète, je disais non, j'arrête. Ça a aussi changé ton compte de followers, j'ai vu sur Instagram. À mon avis, tu as fait x2 déjà ou x3? Ouais, j'ai fait x2 en une semaine à peu près. Et à mon avis, tu vas encore faire x2 ou x3. Parce que là, pour le moment, c'est vraiment les fans, c'est-à-dire ceux qui suivent l'actualité Starac. Mais je pense que dès que le premier prime va avoir lieu, donc ça aussi, ça peut changer peut-être la manière dont tu communiques, ou tu te dis, je vais quand même continuer à communiquer pareil J'avais communication qui était quand même déjà très sobre par le passé. Je faisais très attention, on voit jamais mes proches dans mes stories. Je dis jamais vraiment où je suis, je publie parfois en décalage, etc. Donc j'étais quand même déjà relativement prudent. Mais c'est vrai que oui, il y a des choses sur lesquelles je vais devoir faire attention. Je donnais parfois mon avis sur des choses, je ne donnerai plus jamais mon avis sur rien. Ça, ok, on est d'accord. Allez, Hugues, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Ok. Si je te dis Pierre de Brouwer. Forcément, lui, c'est un peu le petit coup de pouce, quoi. C'est le petit rien qui change tout. Si Pierre ne donne pas mon numéro de téléphone, jamais on m'appelle et jamais je vis cette aventure. Et puis, à côté de ça, surtout, c'est quelqu'un que j'estime. On n'est pas des proches amis, contrairement à ce que j'ai parfois pu lire. On se connaît bien, on a fait de l'impro ensemble, mais je considère plus comme quelqu'un avec qui je travaille que comme un proche ou comme un ami. J'ai jamais été boire un verre avec Pierre de Brouwer, par exemple. Ah oui, c'est pas j'avais lu également meilleur ami. Non, pas du tout. C'est pas du tout un meilleur ami, Absolument pas du tout. C'est vraiment quelqu'un que je connais par le monde de l'impro, mais on s'est par exemple jamais invité à dîner les uns chez les autres. Je suis même jamais allé chez Pierre, je sais pas exactement où il habite. Donc c'est une connaissance, quelqu'un que j'apprécie, qui a beaucoup de qualités, mais c'est pas un proche ami. Ça veut dire que quand Pierre donne ton nom dans cette liste de noms, il te prévient quand même? Ou alors c'est vraiment l'appel de la prod qui fait que tu sais que c'est lui? J'ai un petit SMS quelques heures avant l'appel de la prod qui me dit « J'ai donné ton nom à Endemol, c'est possible qu'il t'appelle, c'est pas sûr qu'ils t'appelleront, mais c'est possible qu'ils t'appellent. » Ok, très sympa. Ouais, très sympa de sa part. Hyper classe, il a été hyper élégant, y compris quand on a communiqué sur le nom des nouveaux profs. Lui, il a fait une publication ensuite sur les réseaux sociaux où il a annoncé donc qu'il ne serait pas prof cette année-ci. Et je dois dire qu'il a, dans la foulée, dit plein de choses super gentilles à mon égard. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et si je te dis Oscar Sisto? Ouais, Oscar Sisto, ça pourrait être un modèle. En tout cas, moi j'ai le souvenir des éditions de Starac où il était le prof de théâtre, et je trouvais qu'il envoyait du lourd quand même, Oscar Sisto. Il avait du charisme, il avait une personnalité, il avait un côté un peu maître à l'ancienne qui me plaisait bien. Je crois que je vais être une sorte de trait d'union entre Pierre de Brouwer et Oscar Sisto. Oscar était théâtre, Pierre impro. Moi, je vais essayer de faire vraiment les deux. En tout cas, c'est ce que la prod m'a demandé. L'improvisation, justement, c'est le prochain mot? Ouais, l'improvisation, c'est ma passion. C'est le truc... c'est vraiment la discipline à laquelle je dois tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Mais vraiment tout, quoi. Je découvre l'impro à 13 ans par un prof de français à l'école. Et ça a été le déclencheur de tout ce qui m'est arrivé, y compris la radio, la télé, l'ouverture de mon café-théâtre. Enfin, je dois tout à l'impro et encore ici pour la Starac, quoi. Si je te dis Michael Goldman? Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, évidemment, monsieur le directeur. Michael Goldman, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une seule journée pour le moment. On a déjà passé quelques heures ensemble, mais et on a un groupe WhatsApp avec les profs. Et je peux vous dire une chose, c'est un mec hyper simple, qui se prend absolument pas la tête, qui est extrêmement lucide sur son rôle de directeur, mais qui est un véritable passionné de musique. Et je crois que s'il y a bien une chose qu'il aime dans la Starac, c'est pas la médiatisation, mais c'est la découverte de talent. Ça, je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il a viscéralement en lui, quoi. Si je te dis ton image? Aucune idée.
Vraiment, Est-ce que tu fais attention à ton image? Je fais attention à... Par exemple, moi, je suis coquet, j'aime bien m'habiller, me coiffer, faire du sport pour pas... Enfin, voilà, ça, c'est vrai. Il y a une nouvelle coupe de cheveux par rapport à ce qu'on a connu, par exemple, à la RTBF. Là, par exemple, on est sur un mulet qui était... C'est la première fois, moi, je te connais depuis quoi, 5 ans, peut-être maintenant. Depuis 5 ans, ouais. Et c'est la première fois que je te vois avec cette coupe-là. Ouais, alors évidemment, parce que j'ai plus fait de télé depuis un moment, parce qu'avec Livia, on faisait que de la radio et tout, Livia te dirait, mais moi, cette coiffure, ça fait 8 mois que je la vois évoluer, parce que pour en arriver là, monsieur, j'ai arrêté de me couper les cheveux il y a presque 1 an déjà, donc c'est assez long, mais... on va faire une chronique de coiffure. Mais oui, non. Mais mon image, par contre, comment les autres me perçoivent, c'est vraiment une chose sur laquelle j'ai, pour le moment en tout cas, assez peu de conscience. Je ne sais pas vraiment comment on me perçoit. Et je crois que c'est peut-être pas plus mal. Oui, mais tu fais très attention. C'est-à-dire que tu fais du sport. Vraiment, tu as perdu du poids, je pense, depuis 4-5 ans. Tu fais attention, j'ai dit, à la coupe de cheveux, etc. Il y a quand même tout un travail. Oui, mais j'appelle pas ça un travail, mais c'est du plaisir. Tu sais, c'est comme se faire à bouffer. Tu peux manger des barquettes que tu mets au micro-ondes ou prendre le temps de te faire un bon petit plat. Moi, c'est mon cas. Je me fais des bons petits plats, j'adore cuisiner. Oui. Donc, c'est un plaisir. Mais par la même occasion, dans ce plaisir, je mange quelque chose qui est qualitatif, qui est bon pour ma santé. Dans la notion de faire du sport, je fais du sport d'abord parce que c'est très bon pour ma santé et que j'ai eu des obligations médicales à faire du sport il y a quelques années après un gros problème. Et puis ensuite, la conséquence de ça, c'est que j'ai perdu du poids et donc le regard dans le miroir a changé. Et donc, oui, c'est un ensemble de choses. Mais par contre... T'as perdu combien si c'est pas indiscret? Ça dépend depuis quand on regarde, mais j'ai été à un moment à presque 100 kilos et là, j'en fais 84. Donc 15 ou 16 ouais, 15 kilos de moins qu'il y a une dizaine d'années. Ouais. Ce qui n'est pas rien. Et même dans l'acceptation de soi, certainement. C'est-à-dire que c'est un changement dans le miroir le matin quand on se regarde et quand on se voit évoluer. Et peut-être parfois difficile même. Est-ce que tu te sens bien là? Oui, moi je me sens super bien dans ma peau, honnêtement. Et de temps en temps, quand je retombe sur des photos de l'époque, je préfère le reflet que j'ai de moi aujourd'hui. Alors attention, que je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut... Enfin, il n'y a pas de culte de la minceur, etc. dans ce que je dis là. Ça ne concerne que moi. Ça ne concerne que moi. Allez, voici maintenant, Hugues, le coup de pression. Oh. À quoi peut-on s'attendre dans les cours de théâtre? Il y a eu quelques critiques la saison passée sur les cours de Pierre en disant il fait beaucoup d'impro, mais il fait quasiment que de l'impro. Donc là, tu nous as déjà dit, on sera entre Oscar Sisto et Pierre, c'est-à-dire qu'il y aura un peu de théâtre, un peu d'impro. Est-ce que tu as déjà préparé là les cours? Ouais, j'ai déjà préparé une série de cours. Okay. J'ai des réunions avec la prod à ce sujet pour qu'on ait une discussion sur, d'une part, le contenu et aussi le côté télévisuel du cours, parce que ça, c'est une nouvelle dimension pour moi à prendre en compte. Ça fait 20 ans que je donne des cours, mais c'est la première fois que je vais le faire devant des caméras, donc il faut réfléchir à ces choses-là. Mais oui, j'ai déjà réfléchi à mes cours. En tout cas, moi, j'ai déjà tracé quasiment l'entièreté des mois qui arrivent, mais on doit encore passer à la moulinette, tout ça avec la prod, et puis il va se passer aussi des choses de semaine en semaine. Il y a toujours des invités peut-être qui vont arriver en dernière minute, qui vont changer l'objectif pédagogique de la semaine, parce qu'on va faire un prime spécial autour de cette thématique-là. Donc voilà, il y aura de l'impro, il y aura du théâtre avec du texte. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a plus vu depuis Oscar Sisto, je pense. C'est-à-dire que tu vas ramener des classiques qu'ils vont devoir interpréter? Ça peut être des classiques, ça peut être rejouer une scène culte du cinéma. Tout ça est encore un petit peu en discussion, mais par exemple, je sais que j'ai envie de travailler sur les duos. Et au cinéma, on sait qu'il y a des grands duos. Si je prends Pierre Richard et Gérard Depardieu dans La Chèvre, ou des choses dans ce genre-là, tiens, est-ce qu'on pourrait pas rejouer un petit morceau de scène culte du cinéma et attribuer le texte aux élèves et voir comment eux peuvent le réinterpréter, d'autant plus vu leur génération, que c'est peut-être aussi même des films qu'ils connaissent pas très bien, donc ça va être intéressant parce qu'ils vont avoir un regard assez neutre dessus. Et là, on sera dans la vraie direction d'acteur, comment est-ce qu'on joue juste, qu'est-ce qu'on peut mettre à contribution pour jouer plus juste. Donc ça va élargir le champ. L'impro, c'est très... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on fait de l'impro au château? Tout simplement parce que les élèves, ils ont toutes les semaines un prime à préparer, avec plein de chansons à apprendre, des chorégraphies. Alors, si en plus le cours de théâtre, on a, je sais pas moi, Roméo et Juliette à étudier, ils n'ont pas le temps. Donc l'impro, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas de préparation en amont. En revanche... Et ça peut aider aussi. Parce que si en prime, le son ne part pas ou s'il se passe quelque chose, si on sait improviser, c'est un temps plus. Ça permet d'acquérir de bons réflexes, c'est vrai. Après, le travail du théâtre à partir du texte ou de la direction d'acteurs, il est possible à partir du moment où je leur impose pas d'étudier leur texte. Et en fait, il y a moyen déjà de faire pas mal de choses avec des étudiants en théâtre, la feuille à la main, comme
tu es là, David, tu as tes feuilles, tu regardes tes notes, tu m'envoies la réplique, bon, je regarde la mienne, je te la rends. Il y a déjà moyen de faire des choses, quoi. Est-ce que tu parlais d'objectifs à terme pour ces élèves? Quel est l'objectif pour toi? Jusqu'où tu veux les emmener? Est-ce que tu veux découvrir, je sais que l'année dernière, par exemple, on a vu Candice qui était très forte au théâtre, qui avait déjà fait du théâtre auparavant, et on pouvait peut-être se dire qu'elle pouvait être comédienne, elle a déjà joué dans une série de TF1. Est-ce que c'est aussi ça? Se dire peut-être, vous êtes chanteur, mais vous pouvez peut-être aller dans d'autres domaines après? Moi, c'est pas mon objectif. Mais après, cet objectif, ça, je pense qu'il est pour chacun des académiciens, il va être un peu différent, et ils vont puiser dans les cours de théâtre ce qu'ils veulent. Je dirais que l'objectif numéro 1, c'est de mieux se connaître soi. En fait, quand on travaille le théâtre, on travaille comme son unique instrument, c'est soi. C'est l'image qu'on a de soi, son corps, son attitude, sa voix. Alors évidemment, on le fait en expression scénique aussi et en chant, mais quand on chante, on utilise des notes de musique aussi et ses cordes vocales. Tandis qu'au théâtre, il y a un travail sur justement qu'est-ce que je dégage, quelle image je donne de moi-même, comment je peux utiliser mon corps et tout ça. Donc ça, je pense que c'est une façon pour eux de mieux se comprendre, de mieux se connaître et donc ensuite de mieux s'utiliser pour être au service de ce qu'ils ont envie de faire. Et si ce qu'ils ont envie de faire, c'est jouer dans une série télé ou de la chanson, il n'y a aucun souci. Et puis peut-être la deuxième chose, c'est là c'est vraiment plus concret, c'est il y a deux voies quand on parle du travail d'acteur. Il y a l'acteur studio qui consiste un peu à aller rechercher des sensations enfuies en soi pour rejouer la réalité. Et puis il va y avoir une autre pédagogie qui est celle de Jacques Lecoq, je ne rentre pas trop dans les détails, mais qui est un grand théoricien du théâtre, qui lui va essayer de nous faire comprendre quels sont les ingrédients pour créer l'artifice. Donc, on fait bien pour de faux, mais il faut que ça ait l'air vrai. Et si tu veux, c'est deux façons différentes de travailler. Et moi, j'ai envie d'ouvrir ces deux voies aux élèves et qu'ils voient laquelle leur correspond le mieux, quoi. Et tu vas être sévère ou tu vas être chill? Moi, je suis... Je sais pas, en vrai, je te connais, mais je ne sais pas si en prof, si tu peux être... À ton avis? Parce que, comme ça, t'es très chill, mais je me dis qu'en prof, des fois, si vraiment il y a trop de bordel, tu peux quand même à un moment donné dire stop, quoi. Moi, je suis pas une peau de vache ou quoi, tu vois, mais je suis sévère mais juste. Je crois vraiment. Je pense vraiment que je sais me faire respecter d'une part et puis que je sais où je vais. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu sais où tu veux aller et que les élèves ne donnent pas ce qu'il faut pour y arriver, alors c'est ton travail d'enseignant de les rappeler à l'heure, de leur dire, écoutez, ça va à une vitesse. En fait, la Starac, ça va très vite. Il faut bien se rendre compte qu'on a notre premier prime le 12 octobre. 6 jours plus tard, 7 jours plus tard, il y en a déjà un qui va s'en aller. Ça va à une vitesse folle. Donc, ils n'ont pas beaucoup l'occasion de se dire, oui, je ferai mes preuves plus tard. Non, ça commence tout de suite. Tu es aussi animateur sur Vivacité, on l'a dit. Avec le jeu que tu présentais avec Livia, tu ne le présenteras plus pendant la période Star Academy. Est-ce que tu vas le présenter donc, à partir de février-mars? J'en sais rien. Est-ce que tu vas revenir à l'antenne? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que la RTBF ne le sait pas non plus. Mais on n'a pas fermé la porte à cette possibilité-là. On a fait une pause. Et puis, on se retéléphone dans quelques semaines. Je sais que j'aurai un coup de téléphone de la direction pendant la Starac pour me demander si tout va bien et peut-être si des choses arrivent. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est plutôt en très bons termes et l'idée est certainement que je revienne faire des choses à l'RTBF. Mais est-ce que je vais refaire que je faisais ou pas? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est Adrien de Viveur qui me remplace avec brio. Il forme un super duo avec Livia, mais ils se connaissaient bien par le Grand Cactus. Peut-être qu'Adrien va avoir envie de terminer la saison et ce serait tout à fait légitime et aussi bien plus respectueux peut-être pour les auditeurs. Donc, c'est pas entre mes mains cette décision. Moi, je suis open en tout cas à toutes les possibilités d'un point de vue RTBN. Et puis de l'autre côté, moi, je sais pas non plus ce que la Star Academy va me demander. Je sais pas ce que sera l'avenir non plus de mon côté. Est-ce que tu as des projets quand même? Parce que là, on parle beaucoup de théâtre, l'aspect comédien, ce qui est une part de ta vie, mais l'autre part de ta vie, c'est quand même animateur. Est-ce qu'il y a aussi l'envie, à un moment donné, de se dire, là, c'est une sublime expérience, la Star Academy, quand on obtient ce job-là, c'est quand même rare sur un CV. Donc, quand on revient en Belgique, forcément, on peut se dire, bon, bah, les gars, j'ai été prof sur TF1 quand même à la Star Academy. Je vais avoir envie, si vous voulez encore de moi, de faire d'autres choses, peut-être d'animer des émissions, des primes, etc.
En fait, j'en sais pas grand-chose moi-même. C'est un peu un saut quand même dans l'inconnu parce que... mais c'est une question que je me suis bien sûr posée, mais il y a tellement de façons de répondre à cette question. C'est très difficile aujourd'hui pour moi de voir qui je serai dans 3 mois avec cette nouvelle expérience. Ça, c'est une première chose. Clairement, cette expérience de professeur de théâtre à la Star Academy va recentrer ma carrière sur le théâtre. Ouais. Parce qu'en fait, pendant 3 mois, l'animateur n'intéresse pas du tout TF1 ou la production de Starac. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'homme de théâtre. Donc, clairement, je repositionne mon parcours sur mon premier métier, qui est celui de comédien. Je rappelle, j'ai un one-man show qui s'appelle Le Méloman Mythomane et qui va probablement avoir l'occasion de se jouer en France, chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire. J'ai tourné qu'en Belgique francophone depuis 5 ans. C'est bien pour ça que je te parle de l'animation télé. Est-ce que l'animation... J'en ai très envie. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. Est-ce que t'as juste envie après d'être comédien et de jouer dans des films, des séries? Non, moi j'ai toujours voulu faire les deux. Ok. J'ai toujours voulu faire les deux. Il n'y en a pas un des deux que je préfère et d'ailleurs je trouve que l'un et l'autre se nourrissent. Donc si je pouvais continuer à faire mon travail de comédien, continuer à m'occuper de mon café-théâtre, mon one-man show, faire de l'impro et puis de l'autre côté refaire de la télé et de la radio, je serais très heureux. Sous quel format, avec qui, quand, comment? Aujourd'hui, j'en sais rien. Ça, on le verra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. En attendant, on te retrouve à la Star Academy. Ça commence samedi et après, tous les samedis, il y a le Prime sur TF1, les quotidiennes 7 jours sur 7. Le live, 24h24 quasiment sur TF1+. On va pouvoir suivre également tes cours. Les passionnés de la Starac vont pouvoir suivre ça en direct. Et ça va peut-être changer également la donne de se dire qu'on va pouvoir te suivre en 24-24. N'oublie pas, il y a des caméras qui vont je sais, t'inquiète pas, j'oublie pas. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, Hugues. Merci, David.